Bonsoir à tous. C'était dans l'air. Depuis mardi, c'est une réalité. Les députés de la transition ont adopté le nouveau code électoral. Les conséquences, tous ceux qui ont soutenu ouvertement la révision de la Constitution et qui veulent être candidats aux élections présidentielles, législatives et municipales ont du souci à se faire. L'ancienne majorité crie à l'exclusion. La société civile et l'ancienne opposition parlent d'une sanction légitime. Est-ce une sanction ou une exclusion? Nous allons en parler ce soir avec Maître Samuel Guitanga. Il est du Front de résistance citoyenne. Avec nous sur ce plateau, le professeur Mamoudou Diko de la Nouvelle Alliance du Faso. Avec nous aussi, nous avons M. Wilfried Zundi. Il est le représentant du Conseil national de la transition. Et avec nous ce soir, M. Brice Ouedraogo de l'Union pour un Burkina nouveau. Vous pouvez participer à cette émission en nous appelant au 25 40 79 01 ou en postant un message sur facebook.com/controverse-rtb. Avant tout, jusque-là, personne n'est encore hors course, mais la loi qui a été adoptée crée un tollé au sein de l'ancienne majorité. Parmi la cinquantaine d'articles amendés, seuls 3 font polémique, les articles 135, 166 et 242, qui s'appliquent d'ailleurs aux élections de 2015 et 2016. Retour sur le vote avec Adama Coulibaly. 75 voix pour, 3 abstentions et 10 voix contre. Voici les résultats du vote portant modification du code électoral ce mardi 7 avril par le Conseil national de la transition. Cette révision qui a suscité des avis divergents depuis quelques moments avant son adoption et le jour même à travers quelques heures aux abords de l'hôtel des députés porte sur 53 articles des 265 que compte le code électoral. À la barre, le ministre en charge de l'administration territoriale, Denis Auguste Bari, a apporté les précisions du gouvernement aux préoccupations soulevées par les députés. L'interdiction de toute forme de campagne déguisée, les pratiques publicitaires, les gadgets à l'effigie des candidats sont prises en compte dans ce nouveau code. Les candidatures indépendantes deviennent effectives municipales, mais devraient se faire sous forme de liste. Le parrainage des candidatures pour les élections de 2015 est suspendu. Mais ce sont surtout les articles 135, 166 et 242 qui ont cristallisé l'opinion nationale. Ils sont relatifs à l'inéligibilité de toute personne ayant soutenu ouvertement la modification de l'article 37 de la Constitution ayant conduit à l'insurrection populaire. Et comme il fallait s'y attendre, au lendemain de son adoption, le nouveau code électoral est toujours sujet à controverse. Voilà, Wilfried Zundi, bonsoir. Vous êtes le représentant du Conseil national de la transition sur ce plateau, mais vous êtes aussi du groupe parlementaire Organisation de la société civile qui a soutenu et porté ce projet aussi. Dites-nous exactement qu'est-ce qui est d'ailleurs inscrit dans le code justement sur cette question de l'article 135. Qu'est-ce qui est écrit exactement? Bonsoir. Avant tout propos, permettez-moi d'abord de vous féliciter et de vous remercier pour cette initiative, l'émission qui participe de l'information et de la formation des citoyens burkinabés, ce qui participe également de la consolidation de notre démocratie et de notre état de droit. Ceci étant, il faut dire que c'est vrai que le mardi 7, nous avons adopté le projet de code électoral dont l'amendement qui avait été soutenu par le gouvernement avait porté sur de nombreux points. D'abord, la prise en charge des délégués des partis et formations politiques, entre autres, et également le report de la mise en œuvre des dispositions relatives au vote des Burkinabés de l'étranger, également la suspension du système de parrainage des candidatures pour les élections de 2015. Il y a entre autres également l'encadrement des gadgets publicitaires qui sont désormais interdits 90 jours avant le scrutin. Il y a également l'interdiction également de l'usage également de certains biens publics de sociétés d'État à des fins électoralistes qui sont interdits. Oui, en gros, en fait, il y a une cinquantaine d'articles mais il faut dire que avaient été demandés par le gouvernement, mais ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est beaucoup plus. L'article 135, 166 et puis 242. Avant d'aboutir à ces articles, il faut dire également qu'il y a eu également des innovations majeures, les candidatures indépendantes par exemple.
qui ont également été, pour une première fois, ce qui a été soutenu depuis longtemps par la société civile, est aujourd'hui une réalité pour les élections présidentielles, législatives et municipales. Pour tout cela également, il y a la question également de la caution présidentielle qui est passée de 10 millions à 25 aujourd'hui. À 25 millions. Également pour les municipales qui passent de 1 000 francs à 5 000 francs. Et enfin, la question de l'inéligibilité. C'est 10 000 ou 5 000 5 000. D'accord. De 1 000 francs à 5 000. Et enfin, la question de l'inéligibilité qui nous regroupe, bien entendu, ici ce soir, de certains acteurs ayant soutenu un changement anticonstitutionnel, précisément le principe de l'alternance démocratique qui nous a conduit aujourd'hui à cette situation. Alors, une précision d'abord. Est-ce que c'est le gouvernement qui a proposé cette suspension ou bien c'est le CNT qui a introduit? Il faut dire qu'au départ, ça ne faisait pas partie du projet d'amendement qui a été soumis par le gouvernement au Conseil national de transition. Mais comme le Conseil national de transition, à travers la Commission des affaires institutionnelles, de la gouvernance et des droits humains, a cette capacité également d'interpeller le gouvernement sur des questions dites ignorées et d'envergure nationale importante, a également soulevé certaines préoccupations, telles que par exemple des questions de candidatures indépendantes et les questions également de l'inéligibilité de certains acteurs politiques et la question également, par exemple, de l'encadrement des gadgets publicitaires à des fins de publicité politique. Alors, sur le contenu de l'article. Voilà, sur ces questions, nous avons discuté avec le gouvernement et nous sommes tombés sur un consensus. Voilà, donc c'est l'essentiel à retenir et ce qui nous a amené à la disposition 135 qui contient des dispositions sur les conditions d'éligibilité, ce qui comporte également des cas d'éligibilité, l'article 166 et l'article 242. 135 pour les élections présidentielles, 166 pour les élections législatives et 242 pour les élections municipales. Et cette disposition dit ceci, toutes les personnes ayant soutenu un changement anticonstitutionnel qui porte atteinte au principe de l'alternance démocratique, notamment au principe de la limitation du nombre de mandats présidentiels ayant conduit à une insurrection ou à toute autre forme de soulèvement. Donc c'est la disposition que nous avons retenue en nous inspirant bien sûr de la Charte africaine de la démocratie et notamment le point 4 de l'article 25 de la Charte. Voilà, qui a été ratifié. Oui, on va donner la parole au professeur. Et tout de suite, vous criez au scandale parce qu'il y a exclusion quelque part. Oui, bon, en fait, le législateur parle de la Charte africaine. Il s'agit, enfin, ce que le législateur a dit, c'est qu'il s'agit d'une internalisation d'une charte. La charte qui a été adoptée par le Burkina en mai 2010. De la démocratie, des élections et de la gouvernance. Mais en réalité, cet alinéa, selon notre lecture, on n'a même pas besoin. Parce que le Burkina Faso a déjà ratifié ça. Ce n'est pas une innovation. Le 26 mai 2010. 2010. Et la disposition en question est rentrée en application depuis 2012. Donc on a ça. Mais si vous voyez le commun des Burkinabés ne comprend pas ça. Il n'y a pas eu de communication dans ce sens. C'est que les gens ont communiqué et c'était peut-être, c'est l'idée fondamentale là, c'est l'exclusion. C'est quoi? Il y a eu 4 gros alinéas qui avaient été introduits par la commission des lois, ce qu'on appelle la CAGI au sein de l'Assemblée, en accord avec le gouvernement. Parce que le règlement de l'Assemblée dit que l'amendement n'est accepté que si le gouvernement l'accepte, parce que c'est un projet de loi qui émane du gouvernement. Le gouvernement, initialement, n'a pas apporté ces exclusions-là. Le gouvernement a soumis un projet de modification du code électoral, intégrant plusieurs paramètres, plusieurs articles, mais il n'y avait pas d'exclusion stricto sensu parce que ça allait m'étonner même que le gouvernement soumette ça. Parce que quand même, dans le gouvernement actuel, on a d'éminents juristes qui savent ce qu'il faut en principe. Vous voulez dire que ceux qui ont voté cette loi ne connaissent rien du droit? Non, ils connaissent, mais je veux dire, si le gouvernement a jugé utile de ne pas mettre ces exclusions-là directement là, c'est parce qu'ils savent que, en principe, initialement, ce n'est pas nécessaire. Si les textes dont on se réfère à la charte s'appliquent déjà au Burkinabé. S'applique déjà au Burkina. Mais si c'est le cas, qu'est-ce qui pose problème? Mais ce n'est pas ça qui a été médiatisé. On a médiatisé les différents points suivants. Ne sont pas éligibles tous les membres du gouvernement dessus. Ça, c'est clair, ça, c'est personnel.
Mais ça Or, fait une plus loi partie du doit code. être impersonnelle. Le deuxième alinéa d'exclusion, c'est tous ceux qui ont soutenu ouvertement la modification de l'article 37 de la Constitution du 2 juin 1991. Ça aussi, c'était suffisamment clair. Ensuite, au niveau des débats, il y avait l'exclusion de tous les ex-militaires et les magistrats. Voilà l'idée. Il y a l'exclusion également de manière floue de toute personne ayant soutenu. Ça veut dire qu'on exclut le pauvre conseiller qui est dans un village très reculé du Burkina, qui a milité dans un parti dans sa bonne volonté, à qui on a demandé de soutenir par rapport à la direction du parti une décision du parti ou bien en tout cas une idée du parti, qui lève sa main pour dire qu'il est d'accord, qui applaudit. Ça veut dire que ces mesures-là le touchent. On a combien de conseillers au Burkina Faso? Alors, on donne la parole à Maître Guy Tanga. Vous faites partie du Front de résistance citoyenne, on l'a dit tout à l'heure. Le professeur dit que cette loi, c'est une loi d'exclusion. Oui, merci et bonsoir. Merci pour l'invitation. Je pense que pour ce qui concerne l'adoption de cette loi, il y a un préalable qu'il faut connaître. La question du changement de régime, les changements anticonstitutionnels de régime ne datent pas de la transition actuelle. Depuis la déclaration de l'OUA en 1993 jusqu'en 2007, avec l'adoption de la charte, la question du principe de l'interdiction des changements anticonstitutionnels de gouvernement est toujours en vigueur. Il a toujours été prôné jusqu'à le protocole portant amendement du statut de la Cour de justice de l'Union africaine des droits de l'homme et des peuples du 27 juin 2014, conférence à laquelle d'ailleurs le Burkina a pris part. Il a été dit que les changements anticonstitutionnels du gouvernement constituent un crime qui relève désormais de la compétence de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc, c'est pour dire que la question n'est pas nouvelle. En réalité, qu'est-ce que l'État burkinabé a fait? L'État burkinabé n'a fait que reprendre ce qui était déjà en vigueur, comme le professeur l'a dit. En réalité, la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance est adoptée en 2007. Elle a été ratifiée par le Burkina Faso par la loi 044-2009 et elle est rentrée en vigueur depuis le 15 février 2012. Ce qui veut dire que, avec ou sans l'adoption de cette loi portant code électoral, les sanctions devraient être appliquées, puisque la charte poursuit un objectif et des principes. L'objectif de la charte, à son article 2, dit quoi? L'un des objectifs majeurs de la charte est d'interdire, de rejeter et de condamner tout changement anticonstitutionnel de gouvernement. Voilà un des objectifs phares. Et un des principes, c'est que la charte a pour principe, c'est notamment à son article 10, le rejet et la condamnation des changements anticonstitutionnels du gouvernement. Alors, si vous avez ces dispositions dans la charte, et la même charte dispose que les États membres s'engagent à mettre en œuvre les dispositions de la charte. Et si vous voulez, il y a l'article, je crois que c'est l'article 44, qui est relatif au mécanisme de mise en... Oui, allez-y rapidement. D'accord, je peux vous donner lecture. L'article 44, c'est point 1, petit a, qui dit « Les États partis initient les actions appropriées, y compris les actions d'ordre législatif, exécutif et administratif, afin de rendre leurs lois et leurs règlements nationaux conformes à la présente charte. » Alors, je pense que ce n'est qu'une conformité. C'est juste une conformité dit Maître Guy Tanga de la charte africaine qui a été ratifiée au Burkina. Merci beaucoup. Merci de nous convier à cette rencontre-là. Je comprends ça, comme on le disait si tantôt, que c'est une internalisation d'une loi qui également était, si on comprend bien, signée
par notre pays, le pays était partant, on l'a ratifié. Donc, dans la disposition de mise en œuvre, je conviens avec lui, mais qu'est-ce qui s'est passé réellement? Lorsqu'on prend tel que la charte, la disposition, à l'article 25 alinéa 4 a été repris, on avait dit les auteurs de changements constitutionnels de gouvernement ne doivent ni participer aux élections organisées par la restitution de l'ordre démocratique, ni occuper des postes de responsabilité dans les institutions politiques de leur État. Mais tel que repris, on a vu que le législateur de la charte, qui avait, lui, légiféré sur les causes, ici, ce sont les conséquences qui ont été visées. D'où, maintenant, on voit que la loi a manqué le caractère de généralité. Parce que voilà ce qui a été ajouté. On dit, ayant conduit à une insurrection ou toute autre forme de soulèvement. Ce qui voudrait bien dire que quoi? Si quelqu'un pose des actions anticonstitutionnelles, si on n'aboutit pas à une insurrection, cette personne ne doit pas être poursuivie. Donc, Wilfried Zoundi, est-ce qu'aujourd'hui, si quelqu'un pose un acte qui est anticonstitutionnel mais qui n'aboutit pas à une insurrection, cette personne ne sera pas poursuivie? Conformément à cette disposition, avant cela, je pense qu'il y a un préalable qu'il faut d'abord rectifier. Dans les propos de M. Dicko, il a cité une disposition qui n'existe pas dans le projet de code actuel que nous avons soumis pour promulgation. Il faut éviter les amalgames. La disposition qui a été soumise pour promulgation, c'est toutes les personnes ayant soutenu un changement anticonstitutionnel qui porte atteinte au principe de l'alternance démocratique, notamment au principe de la limitation du nombre de mandats présidentiels ayant conduit à une insurrection ou à toute autre forme de soulèvement, toute autre interprétation de l'appartenance à la personne de l'assumer. Cela dit, celui qui pose un acte anticonstitutionnel qui porte atteinte au principe de l'alternance démocratique, le notamment de la disposition vient ouvrir la brèche pour dire, quand on dit notamment, on fait une ouverture, pour dire au principe, par exemple, de limitation du nombre de mandats présidentiels ayant conduit à une insurrection ou à toute autre forme de soulèvement. Mais toute personne ayant soutenu un changement anticonstitutionnel, bien sûr, il est passible de ces dispositions. Oui, il est passible de ces dispositions. Et si, encore, ce changement anticonstitutionnel porte atteinte au principe de l'alternance démocratique, il est également passible de ces dispositions. Outre cela également, je pense qu'il faut également rappeler que dans les dispositions transitoires, il y a la disposition du 165 qui dit que l'article 135, 166 et 242 ne sont applicables que pour les élections de 2015 et de 2016. 2015, en ce qui concerne les présidentielles et les législatives, et 2016 pour les élections municipales. Donc ce n'est pas une disposition qui va régir notre République ad vitam aeternam. C'est une question circonstancielle. Circonstancielle. Ce qui fait que c'est finalement pas généraliste. Selon le caractère général et impersonnel également soutenu, conformément à la disposition qu'il a lue, bien sûr. Cette disposition dont je décline toute responsabilité, bien sûr, n'est pas générale et impersonnelle. Mais cette disposition inspirée, qui a été faite à l'aune de la Charte africaine de la démocratie et de la gouvernance, est bel et bien générale et impersonnelle. À moins que... Professeur Dicko qui veut réagir. Oui, en réalité, c'est quoi? En matière de hiérarchie des normes, la charte au-dessus, la charte africaine que nous avons ratifiée est au-dessus du code électoral. Il n'y a pas de raison qu'on mette des dispositions floues dans un code électoral que nous votons au Burkina sans internaliser intégralement, à la limite, ce qui est dit dans la charte. C'est ça. C'est le flou qui règne dans ça. Notamment là, qu'est-ce que ça signifie? C'est des sujets, ça donne plusieurs sujets à interprétation. Or, le petit background que j'ai en droit dit que une loi doit être claire, transparente et non équivoque. Ça ne doit pas susciter dans l'interprétation d'autres interprétations que celles voulues par le constituant originel ou le législateur. Maître Gitanga, c'est une loi floue, finalement. Je ne dirais pas que c'est une loi floue, dans la mesure où c'est tout simplement la reprise de la disposition de l'article 25 à son point 4 de la charte. Et notamment, selon le professeur, cause problème. Il ne pose pas problème. Parce que ici, il faut savoir qu'il y a des auteurs visés. Ces auteurs-là, c'est qui? C'est tous ceux qui ont causé un changement anticonstitutionnel de gouvernement. En réalité, la charte ne vise pas n'importe qui. La charte vise des auteurs précis qui doivent assumer leurs responsabilités.
C'est d'autant plus que l'article 44 de la charte ajoute que les gouvernements, les États membres peuvent prendre toute disposition plus large que la charte en vue d'améliorer les conditions de la démocratie. Donc ça veut dire qu'on n'est pas tenu de se contenter que du dispositif de la charte. Si on peut aller plus loin, la charte l'autorise pourvu que ça soit dans le cadre de l'amélioration de la démocratie. Vous pouvez lire l'article 44 et suivant. D'accord. Brice Ouédraogo, oui. Moi, je vais répondre ici ce qu'il a dit parce qu'on est en droit international. Lorsqu'on parle de minima, c'est vrai que le minima, c'est ce qu'on nous dispose. On peut aller au-delà, mais là, on a fait une restriction. En ajoutant, ayant conduit à une insurrection. Et je répète, je reviens. Si on ajoute ce bout de phrase, ce qui veut dire que là, on a dénaturé le législateur de la charte. Le législateur, lorsqu'on prend le changement constitutionnel, anticonstitutionnel, bien parce qu'on a donné les éléments la définition, les éléments qui rentrent dans le changement anticonstitutionnel. On a cité notamment les putsch, on a cité également comment on appelle ça là, vous parlez de la charte. La révision et tout ça, et tous ces éléments, on est tous d'accord. Mais quand l'article 23, mais quand on ajoute ayant conduit à une insurrection, notamment, je pense que le législateur de la charte a bien voulu condamner toute action ayant conduit simplement à un changement anticonstitutionnel. Et non pas Maintenant, je reviens sur ce qu'il a dit tantôt. En ce qui concerne, il a dit que la disposition est là simplement pour un temps limité. Pour moi, la charte, on a estimé qu'il faut que cette charte-là devait prendre corps dans nos lois aujourd'hui. Mais si on estime qu'il faut mettre une disposition simplement pour régler une situation et après il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Wilfried Zoundi, pourquoi une disposition circonstancielle alors que la loi doit être générale, comme vous l'avez dit tantôt? Oui, certes, vous parlez du caractère permanent de la loi, mais il faut dire que, conformément à l'article 25 de la Charte africaine de la démocratie et de la gouvernance, le point 5 dit ceci: les auteurs de changements anticonstitutionnels du gouvernement peuvent être traduits devant la juridiction compétente de l'Union. Pour le point 4, les auteurs de changements anticonstitutionnels du gouvernement ne doivent pas participer aux élections organisées pour la restitution de l'ordre démocratique, ni occuper des postes de responsabilité dans les institutions politiques de leur État. Pour la restitution de l'ordre démocratique. Donc, nous sommes dans une période transitionnelle. Après les élections de 2015 et 2016, nous allons restituer l'ordre démocratique à un régime constitutionnel normal qui suivra son cours. Donc, dans l'esprit de cette disposition et dans la lettre, c'est pourquoi c'est bien circonstancié pour les élections qui seront organisées pour mettre fin à la transition. Donc, nous n'avons pas inventé cette disposition. C'est l'article 25, le point 4, qui dit ceci. Alors, Brice Ouédraogo, là aussi, Wilfried Zoundi dit que c'est la charte qui dispose... Non, la charte a simplement dit que les auteurs des changements constitutionnels de gouvernement ne doivent ni participer aux élections. On est tous d'accord pour ça. Mais le caractère... C'est la suite. Qui seront organisés. Oui, non. Pour la restitution de l'ordre démocratique, ni occuper des postes de responsabilité dans les institutions politiques de leur État. Mais la disposition, elle est permanente. Cette charte ne date pas d'aujourd'hui. Elle a été ratifiée bien qu'une situation n'était pas là aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais quand on l'internalise et qu'on met un temps à cela, qu'est-ce que cela voudrait bien dire? C'est un peu ça. Donc, ce qui veut dire que c'est une loi circonstancielle, c'est une loi qui vise, qui gère une situation bien déterminée. C'est ça, justement, le caractère non général. Non, je pense qu'on a rendu quelque chose de flou pour certainement régler des comptes particuliers. Si la disposition de l'article 25, alinéa 4 de la charte est suffisamment claire, pourquoi ne pas la transposer? C'est ça. Parce que quelque chose qui est clair, qui est facile à interpréter par le commun des mortels, on met des dispositions floues dedans. Qui va interpréter ces dispositions? Il faut que celui à qui comment on appelle, le candidat à qui cette disposition s'applique soit conscient du contenu et de la signification de la disposition. C'est pas. Tout le monde n'est pas législateur, tout le monde n'est pas juriste. Voilà.
Parce que la disposition qui est là, elle s'applique à tous les Africains, à tous les pays africains qui l'ont ratifiée. Donc bien tout sûr. Le monde a la même interprétation. Nous, on met une clause spécifique au Burkina, alors qu'on a ratifié ça avec les autres États. Un Ivoirien ou un Tchadien ou c'est pas quelqu'un d'autre qui a ratifié la même convention, la même charte, n'aura pas forcément... C'est une ambiguïté express qui a été faite. Maître Gitanga, c'est une ambiguïté, mais surtout une loi pour régler des comptes, selon le professeur Diko. D'accord. D'abord, je pense qu'il faut actualiser les connaissances. Lorsque vous lisez le protocole portant statut de la Cour de justice, qui a été adopté le 27 juin 2014, on dit « Changement anticonstitutionnel de gouvernement signifie, vous pouvez le lire, le fait de commettre ou d'ordonner de commettre les actes suivants. » Et vous verrez au petit e, tout amendement ou révision de la Constitution ou des institutions juridiques. On a dit le fait d'ordonner de commettre. On n'a même pas dit de commettre. Le fait d'ordonner de commettre constitue un changement anticonstitutionnel de gouvernement. Ça, c'est le premier point d'éclaircissement. Ensuite, il faut savoir que cette disposition de la charte vise à sanctionner des auteurs dans un moment précis. Dans un moment précis. C'est lorsqu'il est intervenu un changement anticonstitutionnel qu'il faut sanctionner les auteurs, pas pour toujours, uniquement lors des élections visant à restaurer l'ordre constitutionnel. C'est tout. Ce qui veut dire qu'au-delà des élections de 2015 et 2016, cette interdiction ne peut plus s'appliquer. C'est tout à fait clair. La loi n'a pas dit qu'il faut que l'interdiction vous frappe permanemment. On a dit tout simplement pour les élections devant concourir à la restauration de l'ordre constitutionnel. Brice Ouedraogo réagit déjà. Mais merci bien. J'ai l'impression justement là que si on y prend garde, on arrivera à une confusion des pouvoirs véritablement. Parce que pour moi, la disposition, si elle est d'autant plus claire, il faudrait sanctionner. Et c'est l'autorité compétente de sanctionner devait en ce moment la sanctionner. Parce qu'aujourd'hui, il faut arriver à dire le changement anticonstitutionnel consiste à quoi? Quels sont les auteurs? Il faut les sanctionner conformément au principe de cette charte qui est ratifiée par notre pays, n'est-ce pas? Mais maintenant, si le législateur doit prendre notre texte disant qu'il faut sanctionner en ciblant, là, il y a quelque chose. Alors, Maître Gitanga. Oui, je pense que la sanction ne doit pas être fortuite. La sanction porte sur un auteur. Et ces auteurs, c'est qui? C'est ceux-là qui ont conduit au changement anticonstitutionnel du gouvernement. En réalité, il y a un flou que d'aucuns veulent entretenir. Il y en a qui pensent que le fait que l'on n'a pas pu aboutir à la révision de l'article 37, il n'y a pas eu changement anticonstitutionnel du gouvernement. Je suis désolé. Pensez-vous que, n'eût été l'insurrection, l'article 37 ne serait pas modifié? Comment ce processus a-t-il été interrompu? Il a tout simplement été interrompu par le peuple grâce à son déterminisme. Donc, les auteurs ont été pris en flagrant délit de changement anticonstitutionnel du gouvernement. Voilà. Et alors, il faut les sanctionner comme il se doit. La tentative ici est punissable au même titre que l'infraction commise. Alors, on va évoluer dans ce débat. D'abord, nous avons rencontré un des citoyens à travers la ville de Ouagadougou qui réagissent sur cette loi aussi. Alors, nous allons suivre un micro-trottoir qui a été réalisé par Ousmane Drabo. La question n'est même pas de les exclure. La question est de les frapper d'indignité politique. C'est la seule solution. Au moins 5 ans. Sinon, dire que en fait, on les exclut, c'est pour les élections de 2015. C'est juste après ça. Après ça, les mêmes là vont revenir encore. Il peut les laisser faire ce qu'ils veulent. C'est le peuple qui va choisir. Non, on ne peut pas les empêcher. Donc, la meilleure solution, c'est de les laisser. Vous allez exclure d'autres, et puis les autres vont faire comment? On est des Burkinabés, non? Cette loi est la bienvenue. De toutes les façons, elle ne vise personne, elle n'écarte personne. Maintenant, c'est des gens qui se sont mis hors jeu. Comme ils ont déjà régné, moi je trouvais bon même qu'ils s'abstenaient pendant ces 5 ans-là et puis reprendre après pour que les cœurs puissent être apaisés un peu. En tout cas, je trouve que c'est bien.
c'est pas normal. Tout le monde, c'est des Burkinabés. C'est les populations qui votent. Si les populations ont besoin de CDP, ils reviennent, c'est tout. Ce n'est pas obligatoire d'exclure n'importe qui. On n'est pas d'accord de ça. Nous voulons une politique qui va nous donner la paix. Les gens vont voir que ce sont des foutaises de laisser ceux qui étaient dans l'ancien gouvernement se présenter encore. C'est comme si l'insurrection des 30 et 31 octobre n'ont pas servi à grand chose. C'est peut-être une sanction sociale qu'on les a infligée, mais ce n'est pas une exclusion. Parce que je pense qu'après 5 ans, ils peuvent, s'ils le veulent, revenir encore aux affaires s'ils se présentent et que les gens décident qu'ils peuvent encore gérer les affaires de ce pays. Alors donc, le dernier intervenant nous permet de lancer le débat. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut parler de sanctions ou d'exclusion? Parce que c'est deux choses différentes. Professeur Diko. Non, je voulais dire que les termes juridiques là, au niveau des articles sont clairs. Même si on n'est pas juriste, on peut lire, c'est du français. La définition d'un acte anticonstitutionnel là, cette définition est prise encore dans l'article 23 de la Charte et dans l'article 167 de notre Constitution. Voilà ce que l'article 23 de la Charte dit. Les États partis conviennent que l'utilisation entre autres des moyens ci-après pour accéder ou se maintenir au pouvoir constitue un changement anticonstitutionnel de gouvernement et est passible de sanctions appropriées de la part de l'Union. 1. Tout putsch ou coup d'État contre un gouvernement démocratiquement élu. Toute intervention de mercenaires pour renverser un gouvernement démocratiquement élu. Toute intervention de groupes dissidents, armés ou de mouvements rebelles pour renverser un gouvernement démocratiquement élu. Tout refus par un gouvernement en place de remettre le pouvoir au parti ou au candidat vainqueur à l'issue d'élections libres, justes et régulières. Alors, tout amendement ou toute révision des constitutions ou des instruments juridiques qui portent atteinte au principe de l'alternance démocratique. Alors, on va s'arrêter là pour la lecture. Voilà. Alors, pour vous, clairement, il n'y a pas eu de changement anticonstitutionnel, c'est ce que vous voulez dire? Qui juge d'un changement constitutionnel ou anticonstitutionnel? C'est le juge constitutionnel, c'est le Conseil constitutionnel. Il n'y a que le Conseil constitutionnel qui peut juger si un changement est constitutionnel ou anticonstitutionnel, parce que c'est lui qui interprète. Mais c'est sur la base d'une loi. Mais sur la base de ces dispositions-là. Tant qu'on n'a pas enfreint à ces dispositions, on n'a pas commis un acte anticonstitutionnel. C'est ce que la loi dit. Et notre Constitution, même conformément à ces dispositions-là, dit à son article 167 que la source de toute légitimité découle de la présente Constitution. Tout pouvoir qui ne tire pas sa source de cette Constitution, notamment celui issu d'un coup d'État ou d'un putsch, est illégal. Dans ce cas, le droit à la désobéissance civile est reconnu à tous les citoyens. Donc, si on s'attaque aussi à l'article 165... dit clairement aujourd'hui qu'il n'y a pas eu de changement anticonstitutionnel au Burkina. On ne peut pas prendre quelqu'un parce qu'il a milité dans un parti, parce qu'il a un avis par rapport à une situation donnée. Il y a des pays où le mandat n'est pas limité. C'est le cas de l'Allemagne. Le législateur... Pour le cas du Burkina, il n'y a pas eu de changement anticonstitutionnel. Il faut juger individuellement les gens pour voir qui a commis véritablement, en fonction de cette disposition-là, un changement anticonstitutionnel. Ou bien qu'il y a eu des intentions d'effectuer un changement anticonstitutionnel. Qu'est-ce qui est anticonstitutionnel? C'est défini ici. On donne la parole à Maître Gitanga. Oui. Merci. C'est pourquoi je disais tantôt qu'il faut aussi actualiser les connaissances. Parce que je vois que vous n'avez pas le protocole du 27 juin 2014. Notre charte, vous ne l'avez pas. Notre charte là se réfère à cette disposition. Et pas justement, en réalité, voilà justement, c'est pourquoi je dis qu'il faut actualiser les connaissances. La Cour africaine de justice des droits de l'homme et des peuples n'est pas ailleurs que dans les organes de l'Union africaine. Ce sont les mêmes textes qui les régissent. En réalité, c'est ça. C'est pourquoi j'ai dit, pour donner la compétence à la Cour, les États membres ont pris d'abord le soin de définir ce que l'on entend par changement anticonstitutionnel de gouvernement en le qualifiant de crime. Désormais, ce n'est plus une simple infraction. C'est un crime, le changement anticonstitutionnel de gouvernement. Si vous voulez... Alors, pour vous, M. Gitanga, qu'est-ce qui fait de la situation du Burkina un changement anticonstitutionnel? Ce qui fait du Burkina un changement anticonstitutionnel de gouvernement, c'est qu'avec le processus, d'abord, le projet de révision de l'article 37 a été adopté en Conseil des ministres. Première étape.
Parce que le processus législatif, parce que je sais de quoi je parle, j'ai été administrateur parlementaire pendant 5 ans. Donc je sais aussi ce que je parle. Lorsque le projet de loi est adopté en Conseil des ministres, vous voyez que déjà on a franchi la première étape. Ensuite, le projet de loi en question a été soumis à l'Assemblée, examiné en commission. La commission des lois a examiné le projet de loi, rédigé son rapport qu'il a soumis à la plénière pour l'adoption. Ensuite, l'adoption a été programmée. Des députés ont été pris en otage, il faut appeler les chiens, chiens et les singes aussi, singes. Les députés ont été pris en otage dans un hôtel pour adopter justement cette loi. Et le jour J, les députés étaient déjà dans la salle, les tout premiers. Qu'est-ce qui les a empêchés d'adopter la révision? C'est le peuple. C'est le peuple qui les a empêchés. Ni était l'insurrection, où serons-nous aujourd'hui? L'article serait modifié. L'article serait modifié. Et à ce moment, ce serait anticonstitutionnel. Ce serait anticonstitutionnel. Même là, c'est anticonstitutionnel. Quand vous prenez quelqu'un en train de commettre une infraction, vous pouvez dire qu'il n'y a pas eu infraction parce qu'il n'a pas pu faire ce qu'il ne voulait pas. En réalité, il y a une précision qu'il faut faire. Pour la tentative, les dispositions pénales disent que la tentative n'est pas punissable lorsque l'auteur a désisté de son acte par lui-même. Mais lorsqu'il a été empêché par un élément extérieur, alors l'infraction est consommée. Je voulais intervenir par rapport. Le professeur Diko, je voulais intervenir par rapport à la procédure. Oui. Vous étiez aussi député à l'époque. Oui, j'étais là. Mais l'article 85 de notre Constitution l'a dit pas. Tout mandat impératif est nul. Ça veut dire quoi? Tout député est libre de voter en son âme et conscience une loi. Il peut voter oui ou non. Ça, c'est un droit conféré par l'article 85. Et ce jour-là, vous étiez prêt à voter non pour la loi? Je reviens par rapport au droit qui nous est... Éclairez-nous. Non, je parle... Que ce jour, non, ça c'est un autre débat. Vous étiez prêt à voter non? Bon, les gens connaissent ma position particulière, mais si je ne défends pas moi ma position, je suis venu pour défendre la position d'un parti. Allez-y, défendez votre position. L'article 161 de la Constitution dit que la révision, l'initiative de la révision de la Constitution appartient à qui? Ça appartient concurremment au président du FASO, au Parlement à 50% de chacune des chambres, et au peuple lorsqu'une fraction de 30 000 personnes en âge de voter initie une pétition et qu'il la signe. L'article 161 ne dit pas que l'initiative pour l'initiative d'une modification de la Constitution, là, cette initiative doit être adoptée en Conseil des ministres. Du reste, personnellement, j'étais à la commission des lois le lundi 27 à l'adoption. J'ai relevé ça par rapport à la procédure. On ne peut pas faire endosser ça au ministre qui était présent. Parce que qui peut le plus, peut le moins. La Constitution dit que c'est le président du FASO qui soumet son projet de texte. Qu'est-ce qu'un ministre a à voir avec ça? Tu es venu à une réunion où tu es convoqué par le chef de l'État qui veut soumettre son projet. Est-ce que le ministre est signateur de ce projet de modification? C'est seul le chef de l'État qui signe ce décret. Donc vous déchargez cette responsabilité aujourd'hui? Absolument. C'est la Constitution qui le dit, c'est pas moi. Hein? Aujourd'hui, il n'y a plus autre personne que le président du FASO qu'il faut poursuivre, qui a soumis le texte. Pourquoi je suis étonné de ce raisonnement, d'autant plus que si il ne fallait pas délibérer en Conseil des ministres pour adopter le projet de loi de modification, je ne pense pas que cette procédure et cette étape de la procédure aurait existé. C'est bel et bien le chef de l'État bien qui a l'initiative, mais la délibération se fait en Conseil de ministres. Et tous ceux qui étaient présents en Conseil de ministres ont été auteurs de changements anticonstitutionnels conformément à l'article 23 au point 5 de la Charte africaine de la démocratie et de la gouvernance. Oui, Maître a bien fait de rappeler que constitue un changement anticonstitutionnel de gouvernement et est passible de sanctions appropriées de la part de la Cour. Tout putsch ou tout coup d'État contre un gouvernement démocratiquement élu, tout amendement ou toute révision des constitutions ou des instruments juridiques qui portent atteinte au principe de l'alternance démocratique. Et ici, l'article 25 parle des auteurs de changements anticonstitutionnels. Il faut faire la différence entre auteur et coupable ou bien condamné. Les auteurs, c'est celui qui est accusé des faits incriminés. Et il a bien fait de rappeler également les conditions de la tentative punissable. Le commencement d'exécution, le désistement involontaire. C'est parce qu'il y a eu insurrection qu'il n'y a pas eu
le vote à l'Assemblée nationale de la loi portant modification de la Constitution. Il faut le reconnaître. Donc je pense que nous devons être logiques, cohérents. Nous avons examiné, nous avons pris ces décisions avec lucidité. Nous avons voté la loi sans acrimonie ni haine. Nous avons voté seulement en tenant compte des aspirations profondes du peuple burkinabé. Pour vous, forcément, c'est la sanction que vous recherchez? Pas la sanction. Notre peuple est un peuple responsable. Le premier considérant du préambule de la Constitution du 2 juin 1991 dit ceci. Conscient de ses responsabilités, nous sommes un peuple responsable, nous sommes un pays responsable. Nous avons pris un engagement, nous avons ratifié. Le 26 mai 2010, la Charte africaine de la démocratie et de la gouvernance, il n'y a pas de raison que nous nous dépinons pour ne pas l'appliquer, dans la mesure où les conditions pour l'appliquer existent. Alors, Brice Ouedraogo. Je pense véritablement que si... allez-y. C'est peut-être parce qu'il y a un préalable qui n'a pas été levé. C'est quoi ce préalable? Ce préalable, c'est quoi? On était face à deux camps, j'allais dire. Et tout le monde a suivi que pour d'autres, les textes étaient clairs, que la révision, le processus de la révision était régulier pour d'autres. Pour d'autres, le processus est irrégulier. On a même vu d'autres personnes même qui étaient même dans l'opposition en son temps qui ont dit, mais écoute, c'est pour une question de moralité, le président ne devait pas demander la révision de ce texte-là. Sinon, la régularité était pour certains. Je me dis aujourd'hui, il fallait... Et pour vous, aujourd'hui, c'est quoi? Parce que là, vous donnez les deux. Il faudrait la question préalable, oui. On ne va pas revenir dessus, mais il fallait au moins qu'il y ait cette autorité-là qui regarde si l'infraction est également constituée et prononcée, que effectivement comment on appelle ça, le changement est anticonstitutionnel. Alors, en fait, l'autorité que vous évoquez là, c'est la justice, vous voulez dire. Mais sur quoi quand même un juge se base pour pour prononcer une sentence si ce n'est pas sur une loi? Alors que là, c'est une loi qui vient d'être adoptée. La charte existait au moment de la constitution de l'infraction, puisqu'on se réfère à une charte qui existe. Et ils disent que ça a été internalisé. Oui, mais en son temps, ça ne veut pas dire que la charte, puisqu'on a suivi tous les débats ici, les gens ont toujours fait appel à cette charte. Donc, si l'infraction est consommée, justement, c'est sous l'empire de cette charte-là qui existait en son temps, n'est-ce pas? Donc, je me dis, il revient à cette autorité-là de se prononcer déjà sur cette question. Oui, Maître Guitanga, est-ce que ce n'est pas une étape de griller finalement? Pourquoi la charte existe? Il appartient au juge constitutionnel de se saisir du dossier, de sanctionner. Et aujourd'hui, on a une loi encore qui fait polémique. Merci. D'abord, il y a un préalable que je voulais quand même souligner. Lorsque M. Dicko dit que l'initiative de la révision appartenant au président du Faso, il lui appartenait de soumettre son projet, ou bien je ne sais pas comment on va l'appeler maintenant, à l'Assemblée nationale. L'article 97 de la Constitution dit « Tout projet, toute proposition de loi fait l'objet de délibération en Conseil des ministres avant son dépôt sur le bureau de l'Assemblée nationale. » Donc je ne vois pas par quel moyen le président du Faso pouvait prendre son projet de loi et aller le déposer sur le bureau de l'Assemblée nationale. Si l'Assemblée nationale est vraiment un organe législatif compétent et indépendant, il devrait le refuser si le président procède ainsi. Donc c'est pour dire qu'il n'y a pas d'autre moyen que de la délibération d'abord en Conseil des ministres. C'est d'ailleurs une aberration que des propositions de loi aussi soient soumises à la délibération en Conseil des ministres. Ça, c'est le premier volet. Ensuite, quand on dit qu'il appartient au juge constitutionnel de dire qu'il y a eu changement anticonstitutionnel de gouvernement, je suis vraiment désolé. C'est à quel niveau? Je n'ai pas vu cette disposition. C'est d'autant plus que, si vous aviez suivi en tout cas les choses, en avril 2009, le Conseil constitutionnel burkinabé a été saisi pour donner son avis avant la ratification de la charte portant justement... voilà. Et qu'est-ce que le Conseil a dit? Le Conseil a dit que la charte n'a rien de contraire à la Constitution, qu'au contraire, la charte participe à étoffer le cadre juridique et démocratique du Burkina Faso. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez que ce même Conseil constitutionnel revienne dire que cette charte est contraire à la Constitution ou bien qu'elle porte atteinte à quoi et à quel point? Moi, je m'inspire encore... Ensuite, je n'ai pas fini. Il y a un dernier point que je voulais souligner.
En réalité, je pense aussi que nous sommes en phase de transition. Et qu'est-ce qui régit la transition? La charte de la transition. La charte de la transition a son article 3 qui est relatif aux candidatures pour le poste de président du Faso dit quoi? L'une des conditions à remplir pour être candidat, c'est que c'est de n'avoir jamais soutenu la révision de l'article 37. Mais oui, ouvertement. Pourquoi en son temps vous n'aviez pas trouvé que cette disposition posait problème? Je pense qu'en son temps, personne n'a dit le moindre mot sur la charte. Non. Les candidatures ont été reçues. Le professeur Diko répond. La charte a été adoptée dans Vous avez signé la charte? Non, la charte a été adoptée dans des conditions particulières, dans une situation de crise. Sinon, vous l'auriez rejeté? Non, il y avait des représentants, tous les Burkinabés étaient représentés pratiquement dans le comité. C'est que je veux m'inscrire en faux par rapport à ce qu'il a dit. À ma question. Oui. Si ce n'était pas dans des conditions particulières, vous de quelle charte? La charte africaine ou bien? Non, la charte de la transition. Non, les dispositions de la charte, à mon avis, sont claires. Puisque ça prend en compte notre constitution et puis la charte africaine dont on se réfère. Okay. Pas une autre loi. Donc vous l'aurez signé? Non, sans aucun problème. Moi, je n'ai pas de particularité d'objection par rapport à la charte. Mais ce que je dis, c'est que je ne suis pas juriste, c'est vrai, mais je m'inscris en faux par rapport à ce qu'il a dit sur l'article 97. C'est pour les lois ordinaires. C'est tout projet de loi ordinaire. Il y a une différence entre une loi qui modifie la Constitution et un projet de loi ordinaire. Voilà. Ce ne sont pas les mêmes lois. C'était la polémique quand on se référait à l'article 49 où on disait que le chef de l'État pouvait soumettre tout projet de loi d'intérêt national au référendum. Alors, mais ça, c'est des lois ordinaires. On va toujours évoluer dans ce débat. Nous avons aussi rencontré quelques acteurs politiques. Il s'agit de Ablassé Ouedraogo de Parti Le Faso Autrement et puis de Maître Bouba Yagibou qui est de l'ADF-RDA. Il se prononce aussi sur le vote de ce nouveau code électoral. Nous les suivons. Nous ne sommes pas du tout surpris parce que ceux qui ont fait ces amendements et qui ont introduit ces clauses, ce sont des adversaires politiques. Donc l'occasion était trop belle pour eux pour qu'ils ne la saisissent pas, pour pouvoir nous éliminer de la course. Parce que sans doute qu'ils sont sûrs qu'ils seront laminés si nous venons à prendre part aux élections. Malheureusement, je pense qu'ils auraient dû avoir tout le recul nécessaire parce que, avant tout, c'est l'intérêt du peuple qui doit être mis en avant. Et l'insurrection des 30 et 31, ils sont sortis pour la défense de la Constitution, pour arrêter un processus qui allait dans un sens que le peuple ne voulait pas. C'est vrai, on a failli en soutenant un tel projet, mais je pense que s'il y a sanction, il appartient au peuple de sanctionner. C'est la traduction de la volonté de notre population, en tout cas des vrais patriotes burkinabés. Après ce vote, la loi doit être validée par le Conseil constitutionnel et puis par la suite, elle sera promulguée par le président de la transition, Michel Kafando. C'est à partir de la promulgation que tous les Burkinabés ont maintenant un cadre bien défini pour les échéances qui vont arriver le 11 octobre 2015 et le 31 janvier 2016. Mais pour l'instant, aucune personne n'est visée, aucun parti n'est exclu. C'est le Conseil constitutionnel, après réception des dossiers de candidature, qui statuera en fonction des textes en vigueur dans notre pays pour ce qui concerne l'organisation des élections. Alors, Maître Gitanga, le représentant de l'ADF-RDA, Bouba Yagibou, dit que ceux qui ont soutenu finalement l'adoption de cette loi sont des adversaires politiques. Oui. Vous avez soutenu. Vous êtes finalement des adversaires politiques. Nous avons soutenu cette loi. Maintenant, je suis quand même surpris qu'aujourd'hui, on dise que ceux qui ont soutenu cette loi sont des adversaires politiques. Moi, je pense que la charte, je le disais tantôt, les dispositions relatives au changement anticonstitutionnel de gouvernement datent depuis 1993.
En 1993, ce n'était pas le gouvernement de la transition, ce n'était pas le CNT qui était au pouvoir. Lors de la ratification de la charte en 2009, ce n'était pas la transition qui était au pouvoir. Ensuite, le protocole de la CEDEAO de 2003, relatif justement à la bonne gouvernance et à la démocratie, et notamment son article 3, je crois, qui porte sur les principes de convergence constitutionnelle, dit aussi que le changement anticonstitutionnel de gouvernement est interdit. Nous savons que les dispositions communautaires sont d'applicabilité immédiate et il n'y a pas de confusion à faire parce que justement dans l'application des dispositions communautaires, un des avis de la Cour de justice de l'UEMOA dit que, c'est en 2001 d'ailleurs, dit que les dispositions communautaires priment sur les dispositions nationales, même constitutionnelles. C'est pour dire que ceux-là qui ont ratifié les conventions et les traités savaient à quoi ils s'engageaient. En réalité, il y a un péché mignon chez les législateurs et les gouvernements africains particuliers. Ce péché est que le législateur pense qu'il légifère pour les autres, mais pas pour lui. Quand le moment vient de l'appliquer maintenant, à lui, il trouve qu'il y a problème. Pendant au moins 27 ans, on a torpillé notre constitution pour gouverner. Personne n'a crié à l'exclusion de l'adversaire. En 1997, la constitution a été modifiée. C'était la première ouverture des modifications des constitutions après justement la vague de démocratisation en Afrique subsaharienne. C'est le Burkina qui a donné l'exemple, le mauvais exemple. En 2000, ça a été la même chose. En 2009, en 2012, plusieurs modifications de la Constitution. On n'a jamais trouvé qu'il y avait problème. Maintenant que l'on est de l'autre côté, en réalité, en politique, il est très difficile d'être dans l'opposition. C'est pourquoi on dit, quand on est de la majorité, il faut de la tolérance. Quand on est de l'opposition, il faut du courage. Mais c'est un jeu. Non, mais là, avant que je ne laisse les juristes parler. Vous avez été député CDP en 2010, c'est bien sûr le 2012, CDP qui était. Oui, en 2010. En 2010, c'est le CDP qui était majoritaire lorsqu'on ratifiait la loi. Non. Aujourd'hui, on parle on n'a aucun problème par rapport à la ratification de la loi. Justement, je les prends pour mot. Lorsqu'ils disent qu'en matière d'hierarchie, les normes communautaires sont ce qu'ils appellent les lois supranationales sont au-dessus des lois ordinaires nationales. Pourquoi donc transposer une telle loi avec des ambiguïtés? Moi, c'est le débat qui nous intéresse actuellement. Il ne faut pas qu'on nous amène un débat de juristes et théoriciens. C'est ça qui nous intéresse. Ensuite, la révision de l'article 37 n'est pas dans les dispositions intangibles. Notamment, ce n'est pas mis dans l'article 165 de la Constitution. C'est là une disposition intangible. Si on avait mis ça là-bas, là, on peut dire qu'aucun Burkinabé n'a le droit de modifier la Constitution. Maintenant, la procédure, est-ce que la procédure de modification, elle était légale, oui ou non? Maintenant, qui a commis un acte anticonstitutionnel? Tout ça, ce sont les dispositions prises par rapport au second membre de l'article 135 qui a été mis dans le nouveau code-là, notamment. Oui, mais en fait l'opinion publique. Oui, moi, je pense que ce plateau-là, c'est pour que l'opinion publique normale la comprenne le débat. Ce n'est pas pour qu'on nous chante des chartes, etc. Le débat actuellement, là, qui est éligible, qui est électeur par rapport à l'élection qui vient le 11 La octobre question, 2015. elle est là. Pourquoi avez-vous peur alors que cette loi ne vise personne finalement? Non, c'est les nouvelles dispositions qui ont été mises, qui sont floues. Brice Ouedraogo. Merci bien. Moi, peut-être bien avant, je voulais quand même qu'on s'attende sur certains thèmes, parce que quand on dit c'est ceux qui étaient l'autre côté de la majorité, non. Je suis dans une phase de transition où je pense qu'on est tous partis pour cette transition-là. Tous les partis, il n'y a ni opposition, ni chose. Aujourd'hui, ce débat, c'est qu'est-ce qu'on peut faire. Aujourd'hui, c'est un débat de hauteur pour faire avancer notre démocratie. C'est ça qui nous préoccupe. Donc, moi, à écouter tout à l'heure ce qui a été dit, la loi ne vise personne. Voilà, on est tous d'accord. Mais Pourquoi? le problème se trouve là, justement. Parce que c'est la difficulté de l'application de cette loi-là. Imaginez un instant que ce conseiller qui est dans son village et qui fait acheminer son dossier jusqu'au... bon, là, c'est peut-être le tribunal, le Conseil d'État, qui dit qu'il a participé à un meeting, simplement, du CDP, en son temps, dont il a soutenu. Donc, il faudrait véritablement qu'on essaie quand même de mettre les gens, la population, puisque nous, c'est ça, dans une certaine sérénité. Qu'on sache réellement quels sont les éléments
qui sont constitutifs, n'est-ce pas? Et là, ça peut aider. Parce que quand c'est dans le flou, ça veut dire que ça peut être utilisé. C'est ça le problème. Monsieur Zoundi, la difficulté aujourd'hui, c'est que finalement cette loi, elle est floue selon Brice Ouédraogo. On ne sait pas clairement qui ça vise. Vous visez qui? Déjà, après avoir écouté d'abord les interviews, je voudrais rappeler que en votant cette loi, le CNT ne s'est pas comporté en adversaire politique, en aucun cas. En second lieu... Est-ce que vous n'avez pas été poussé par des partis politiques? Est-ce que vous imaginez qu'il y a eu 75 votants, dont les forces de défense et de sécurité, 25 représentants des organisations de la société civile, 30 représentants des partis politiques? Vous pensez que tous ces derniers peuvent être manipulés par un parti politique? Puisqu'aujourd'hui, le débat, c'est la politisation de la société civile, peut-être qu'il y a eu une main derrière. Peut-être. La politisation de la société civile. Je ne vais pas rentrer dans un débat où je ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants, mais ce que je sais, c'est impossible de manipuler 3 composantes qui forment aujourd'hui, 4 composantes même, parce que les autres partis, vous-même, vous avez vos représentants au sein du CNT. 4 composantes aujourd'hui, les manipuler dans le but de satisfaire un intérêt quelconque. Non. Nous avons agi en ayant pour seul le référentiel des intérêts supérieurs du peuple burkinabé et en respect à la mémoire des martyrs de l'insurrection tombés sur les champs d'honneur. Et qui vous visez aujourd'hui? C'est la question. La question, tous ceux qui ont été auteurs de changements anticonstitutionnels. Oui, auteurs, c'est qui exactement? Tous ceux qui ont commis le crime le plus grave à l'encontre du peuple burkinabé, conformément à l'article 166 de notre Constitution. Tous ceux qui ont soutenu la modification de l'article 107 de la Constitution, qui a porté atteinte au principe de l'alternance démocratique. Maître Guitanga, est-ce que dans ce flou-là, finalement, on ne risque pas de se retrouver sans personne, puisque... Non, je ne pense pas, parce que le processus de révision de la Constitution est clairement établi. On sait qui pose quel acte à quel moment. On sait qui pose quel acte à quel moment. Lors des campagnes... Aujourd'hui, c'est sur quoi on se base, justement? C'est peut-être la question. On se base sur ça a été clairement dit, ceux qui ont soutenu le projet de révision. Qui a soutenu? D'abord, je disais tantôt qu'il y a eu une délibération en Conseil des ministres. Vous pouvez être membre du gouvernement, participer à la délibération du Conseil des ministres et dire que vous n'avez pas soutenu le projet. Je ne sais pas comment ça peut se passer. Je ne sais pas. Et si vous n'avez pas participé? Eh bien, si vous n'avez pas participé, tant mieux pour vous. À vous d'apporter la preuve que vous n'étiez pas présent au moment où le Conseil des ministres délibérait sur le projet. Voilà. Ensuite. Mais quand vous organisez un meeting, c'est vous qui avez appelé les gens à venir soutenir le projet de modification. C'est vous l'auteur. Ce n'est pas ce que vous avez appelé. C'est vous qui avez appelé là. Nous allons réviser bien là. C'est vous l'auteur en fait. C'est ça le problème. En réalité, il faut comprendre les choses de manière plus simple. Dans une politique, il y a toujours des leaders. Ce sont les leaders qui sont les responsables. Quand on engage la responsabilité d'une personne morale, qui répond? Ce sont ses dirigeants. Oui, vous voyez notre crainte. Il faut aussi soulever un bémol par rapport à ça. Pourquoi avoir attendu à l'orée des élections pour essayer de médiatiser une disposition dont on n'a même pas besoin? C'est ça. Pourquoi c'est maintenant? Pourquoi au niveau des restrictions? C'est la période qui vous dérange? Non, par exemple, parce que vous aurez dû mettre ça dans l'achat de transition, internaliser ça au niveau de l'achat de transition. Et ce qui me surprend aussi, au niveau de l'article 19 de l'achat de transition, on dit que pour réviser l'achat de transition, il faut les 4/5e. Est-ce qu'il n'y a pas une peur de réviser la charte de transition directement là pour internaliser cette loi au lieu de mettre ça pour un code qui est inférieur à la charte, qui est aussi inférieur aux lois supranationales, en mettant des dispositions floues? Alors, M. Zoundi, pourquoi on n'est pas ça dans la charte? Je pense que le flou, c'est M. Diallo qui essaie de le détenir à des dessins inavoués. Donc, il n'y a rien de flou. Et d'ailleurs, même la charte de la transition, même dans son 9e considérant, même se réfère à la charte africaine de la démocratie et de la gouvernance, et au protocole du CEDEAO de 2001 également, dont M. Guitamba en a parlé. Et oui, vous dites qu'on a, au niveau de la charte, l'article 19 qui dit ceci: par dérogation aux dispositions prévues par le titre 15 de la Constitution, l'initiative de la révision de la présente charte appartient concurremment
au président de la transition, aux 1/3 des membres du Conseil national de la transition. Le projet ou la proposition de révision est adoptée à la majorité des 4/5 des membres du Conseil national de transition. C'est clair comme l'eau de roche. Voilà. L'initiative appartient concrètement au président de la transition, 1/3 des membres du CNT, et le projet ou la proposition de révision est adoptée aux 4/5 des membres du CNT. Je ne vois pas qu'est-ce qui est flou ici. Mais non. Pourquoi on n'avait pas mis justement cette disposition du code électoral aujourd'hui adoptée au niveau de la charte, et puis c'est aujourd'hui quand on vote une loi pour mettre ça. Le code électoral au niveau de la charte? Non, oui. je m'exprime. Oui. Au niveau de la charte, il y a une restriction, par exemple, qui avait été mise, oui, où on a dit, je crois que c'est l'article 15, qui dit que tout membre du gouvernement dessus ne pouvait pas faire partie du gouvernement de transition. C'est le processus de transition. Oui, oui. Si la disposition actuelle était pertinente, oui, par rapport à l'exclusion strictement dite que les gens voulaient, pourquoi ils n'avaient pas internalisé en ce moment ce projet de restriction-là? D'accord. Non, ça c'est un. Deuxièmement, non, parce que déjà il y a eu une exclusion à ce niveau. Il y a eu une exclusion par rapport... Monsieur Zoundi vous répond. C'est vrai, l'article 3, l'article 13 et l'article 15 disent que tous ceux qui ont soutenu ouvertement la modification de l'article 37 ne peuvent ni être présidents de la transition, ni membres du gouvernement, ni membres du Conseil national de la transition. Il s'agit de la transition. Et maintenant, cette disposition concerne les élections qui seront organisées pour mettre fin à la transition. C'est différent. C'est différent. Autant ils sont inéligibles pour être des organes dirigeants de la transition, ils ne peuvent pas également prendre part aux élections qui seront organisées pour mettre fin à la transition. Et je suis quand même étonné qu'il y ait quand même des cris alarmants autour de cette disposition. Au sein des partis, cette sanction ne vise pas les partis en tant que personnes morales, ça vise des personnes physiques. Permettez à d'autres personnes de se présenter. Ça n'interdit pas d'autres personnes au sein des partis politiques de se présenter. D'ailleurs, ça permettra d'ailleurs le renouvellement des élites au sein des partis politiques, à mon sens. Alors, Brice Ouédraogo, pendant qu'il y a Adama Coulibaly qui nous a rejoint après vous, donc Adama Coulibaly va nous livrer les questions des téléspectateurs. Ok, je voulais peut-être revenir sur la question de l'application de ce test-là. Allez-y. Parce que véritablement, c'est ça justement que nous demandons. Là, il avait commencé à énumérer déjà ceux qui ont fait un meeting, c'est ça. Celui qui était dans le gouvernement, c'est ça. Bon, selon ce qu'il vient de dire. Et c'est ça. C'est pas celui qui était dans le gouvernement, mais qui a participé selon... Voilà, justement. Parce que véritablement, c'est ça. Quand on parle d'une institution, aujourd'hui, l'Assemblée nationale a pris à chose. Il y a eu des votes contre. Mais aujourd'hui, on dit que ça a été adopté par l'Assemblée nationale. On ne peut pas suivre cette base-là. C'est une institution. N'est-ce pas? Est-ce que véritablement, il faut rentrer dans une institution pour regarder qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi? Simplement par la simple participation, il aurait soutenu. Donc, c'est des questions comme ça que nous disons que c'est flou. Voilà. Vous voulez dire qu'il y a avoir des ministres qui étaient contre la révision qui est sujette à interprétation, la question de soutenu. Voilà, la question de soutenu. On écoute Adama Coulibaly qui est là. Adama Coulibaly, bonsoir. Bonsoir Simon Gongo, bonsoir chers téléspectateurs. Des questions, nous avons reçu surtout des contributions qui, je pense comme la plupart de nos compatriotes, qu'il faut rendre justice à nos martyrs, mais de mon humble avis, on pouvait se passer de cette modification pour ne pas donner l'impression à certaines personnes, plutôt l'occasion à certaines personnes de se porter en victime. Donc déjà avec tout ce qui s'est passé, certaines de ces personnes pouvaient se retrouver devant la justice et répondre de leur forfait, donc ils seraient d'office exclus des élections. Ensuite, nous, Ouédraogo à Kongoussi, je suis pour la révision du code électoral, un pas important pour la consolidation de la démocratie dans notre pays. Et bon, dites aux partisans du CDP de sa mouvance de respecter nos martyrs. Issouf Banro à Titao, je pense que dans la loi, il n'est pas cité de nom. Mais pourquoi des personnes se sentent directement concernées? Cela veut dire qu'elles ont certainement des choses à se reprocher. Mamadi Ouédraogo à Waïguya dit que si la transition n'est pas manipulée, qu'elle laisse le peuple sanctionner les éventuels coupables de la tentative de modification de l'article 37. Tasser Ouédraogo dit tas-tas. Jusqu'où remonte la rétroactivité de cette loi qui exclut des personnes des futures élections? Doit-on sanctionner ceux qui étaient prêts seulement en 2014 pour modifier l'article 37 ou tous ceux qui sont à l'origine depuis 2009? Christian Kaboré a 3 questions. Que feriez-vous? Justement, sa question s'adresse à ceux qui sont contre la loi votée. Que feriez-vous si l'article 37 avait été voté? Et pourquoi tenez-vous tant à participer aux élections d'octobre 2015? Pourquoi ne voulez-vous pas attendre tout simplement 2020? Ensuite,
Nous avons une question de M. Zungrana Jean-Baptiste qui s'adresse au professeur Diko. Reconnaissez-vous que la charte de l'Union africaine exclut tous ceux qui sont rendus coupables de modification de constitution? Si oui, dites-nous pourquoi vous soutenez alors les partisans du CDP. Donc c'est tout pour cette série de questions. Vous répondez, c'est comme si Adama Koulibaly s'adressait à vous directement, je réponds à cette question. D'abord, je ne suis pas partisan du CDP. Moi, j'ai démissionné du CDP et je représente ici la NAFA, la Nouvelle Alliance du Faso. Je n'ai pas dit que je suis contre la charte. Le Burkina l'a ratifiée. Je suis contre la modification actuellement floue qui a été introduite à l'article 135, 166 et 242 du Code. On dit notamment quoi? Si la charte est suffisamment claire, il faut laisser la charte en tant que telle. Ensuite, il y a une très mauvaise communication qui a été faite à l'endroit du public, à l'endroit de nos électeurs, pour dire que tous ceux qui ont participé, tous ceux qui ont milité dans les partis de l'ex-majorité, ou bien ceux qui avaient des affinités avec ces partis-là, ne sont pas électeurs et ne sont pas éligibles. C'est ce qui s'est dit. On n'a jamais dit, les journalistes n'ont pas suffisamment communiqué pour dire qu'en fait, la modification fondamentale qui a été faite actuellement là, au niveau de ces articles-là, c'est une sorte d'internalisation d'une charte qui avait été déjà ratifiée à l'Assemblée en 2010. Les gens pensent que c'est une innovation. Mais effectivement, ce n'est pas une innovation, mais on a internalisé ça, mettait une disposition floue que nous condamnons. Si on ne condamne pas la charte, nous sommes partants pour la charte. Et quoi, on la laisse en tant que telle. D'un autre auditeur, ça s'adresse à vous deux d'ailleurs. On ne cite pas de nom dans cette loi. Mais pourquoi, finalement, il y a toute cette grogne autour, puisqu'on ne vise personne, pratiquement? Voilà pourquoi cette question, on a beaucoup débattu sur la question de l'application. Parce que, véritablement, quand la loi elle est claire, elle est sans équivoque, je pense que... Vous auriez aimé qu'on cite des noms ou bien on fasse quoi? Non, pas citer les noms. Mais au moins, quand on prend une loi, on sait si je suis concerné ou je ne suis pas concerné par la disposition. Mais ici, il y a tout ça qui... Également, je voulais peut-être, pour celui qui a parlé de la mémoire des martyrs, je pense que nous tous, nous respectons la mémoire de ces martyrs-là. C'est des gens qui se sont battus justement pour véritablement consolider les bases de notre démocratie. Et c'est ce pourquoi nous sommes là pour apporter notre contribution dans la consolidation de cette démocratie. Je disais tantôt qu'il n'y a pas de parti. La suite de sa question, mais pourquoi vous êtes contre justement la loi? Non, véritablement, les sanctions. Véritablement, nous, notre position est claire que la loi, telle que faite, il y a des insuffisances parce que la loi ne répond pas aux conditions. Elle n'est pas de portée générale. Cette loi-là est une loi qui vise, c'est justement ça. La charte est claire dans sa disposition. Également, on souffre que l'esprit du législateur de la charte a été dévié, n'est-ce pas, par ce que je disais, ayant... Voilà, c'est justement ça. Non, on va revenir à vous. Monsieur Zoundi, jusqu'où remonte finalement la rétroactivité de cette loi? Sachant qu'il y a d'autres personnes qui avaient soutenu la révision et puis entre-temps qui ont rejoint l'autre camp. Il faut dire que lorsqu'on parle de rétroactivité, il faut savoir qu'au moment où les faits se commettaient, si cette loi était en vigueur, oui ou non. Voilà, la loi a été ratifiée par le Burkina Faso le 26 mai 2010. Elle est rentrée en vigueur en 2012. Dès qu'elle est rentrée en vigueur, elle fait partie du corpus juridique national à partir de sa ratification. Et en ce moment, elle est directement invocable. Donc c'est à partir de 2012. À partir de 2012. Maître Guitanga. Oui, je pense que la loi a quand même une précision. La loi dit de n'avoir pas soutenu le projet de modification ayant conduit à l'insurrection. C'est clair. Ça veut dire à partir de l'adoption du projet de loi. C'est ça. Parce que c'est en ce moment que vous avez posé l'acte concret allant dans le sens de... Voilà. Mais c'est ce que la charte dit. La charte ayant conduit à une insurrection. Mais l'insurrection, c'est quoi? Pourquoi il y a eu l'insurrection? C'est pour stopper la commission de l'acte anticonstitutionnel. C'est ça. En réalité, justement, c'est pourquoi je disais qu'il y a cette tentative de soutenir que lorsqu'il s'agit d'une simple tentative, il n'y a pas eu infraction. C'est ce flou-là que l'on veut maintenir. Ensuite, je ne comprends pas pourquoi cet acharnement, justement, autour de cette loi. Parce que d'abord, avec ou sans la loi,
le Burkina avait l'obligation d'appliquer la charte dans toutes ses dispositions. Ça, c'est un. Ensuite, le Burkina avait aussi l'obligation de prendre les dispositions législatives et réglementaires en application de la charte. Parce que la charte dit, à compter de l'entrée en vigueur de la charte, chaque État membre dépose un rapport devant l'Union africaine qui dit les dispositions législatives réglementaires qu'il a pris pour rendre effective la charte. Qu'est-ce que vous allez aller... On est en droit international. Oui. La charte, les dispositions de la charte, c'est le minimum. On est en droit international. Mais qu'est-ce qui se passe? Ici, vous avez réduit le champ. Parce que ayant, ce qui veut dire si quelqu'un, c'est ce qu'on avait dit tantôt, a soutenu, n'est-ce pas, un changement anticonstitutionnel, si la suite, il n'y a pas eu une insurrection, ça veut dire qu'il n'est pas poursuivable. C'est ça. C'est ça le problème. Pourquoi ajouter ce bout de phrase qui dénature? Parce que lui, c'était les causes qui intéressaient le législateur de la charte. Vous, c'est les effets. Maître Guitana, vous voulez réagir? Oui, je vais réagir parce que je pense que il y a la qualification. C'est pourquoi je disais tantôt la définition que donne le protocole de la Cour en ce qui concerne les changements anticonstitutionnels du gouvernement. La disposition est claire. Si vous prenez la définition, maintenant, si on ne veut pas considérer cette définition comme étant celle qui nous s'applique, bon, là, c'est une question de compréhension. Sinon, c'est clairement dit. Bon, voilà, changement anticonstitutionnel de gouvernement signifie le fait de commettre ou d'ordonner de commettre. Nous, on n'a pas de problème par rapport... Oui, mais on n'a pas de problème par rapport aux définitions. Les définitions sont inamovibles. C'est clair, tu n'as pas besoin d'être juriste pour connaître. C'est écrit, c'est du français. Non, je viens. Oui, maintenant, le problème là, c'est qu'on a mis actuellement dans la tête des Burkinabés, et tout le monde qui n'a pas compris, la restriction là, c'est adressé à qui? Et ensuite, on ramène ça exclusivement, on sait qui on vise. Voilà. Alors que la charte, et même notre constitution, notamment son article 167, prévoit qu'est-ce qui est anticonstitutionnel. La charte dit que c'est de portée générale. Pourquoi ne pas transposer cette disposition si on n'a pas voulu cibler individuellement des gens? C'est ça qui pose problème. Et ensuite, l'autre problème. Supposons par exemple que vous soyez candidat aux élections législatives ou présidentielles. Vous déposez votre dossier à partir de Falaguntu, par exemple, qui est un village que j'aime bien. Vous déposez votre dossier là-bas, ou au niveau de votre parti, le parti ramène ça, il envoie ça avec l'acheminement jusqu'au Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel dit que vous n'êtes pas éligible. Vous ne savez pas quels sont les griefs systématiquement. Par exemple, quel recours vous avez? Vous avez des recours certainement au niveau des législations internationales, mais ça prendra combien de temps? Par exemple. Ou bien vous êtes conseiller. De notre téléspectateur, c'est pourquoi vous n'attendez pas 2020? Non, il n'y a pas une... Non, la politique, nous sommes venus en politique pour apporter notre contribution au débat national, pour apporter notre contribution au développement d'une manière globale, en appliquant nos idées. C'est ça. On ne peut pas exclure quelqu'un de son droit civil. Non. Nous sommes des Burkinabés. Même s'il a commis une faute? Non, s'il a commis une faute, il doit être jugé, conformément à l'article 5 de la Constitution, mais la peine est individuelle. Ça, c'est connu. Si tu as commis une faute qui est claire, qui est pénale, et qui peut prive de ton droit civique d'être électeur ou d'être éligible, mais même les prisonniers, certains prisonniers ont le droit de vote, là. Voilà. Alors, M. Zoundi, pourquoi aujourd'hui on ne laisse pas finalement le peuple sanctionner les gens, sachant que c'est le peuple qui est souverain, leur permet d'aller aux élections et que le peuple ait le dernier mot au lieu de voter une loi? C'est la question d'un téléspectateur. Je pense que dans tout état de droit, il y a des exigences. Et l'état de droit doit être soumis à la règle de droit qu'elle-même elle a votée. Ou, conformément à la Constitution, nous avons souscrit à des engagements internationaux et nous devons les respecter. 9e considérant de notre Constitution du 2 juin 1991. Nous avons ratifié une charte, nous avons pris l'engagement devant l'histoire et devant le monde de respecter ces engagements. Nous devons les respecter. Il ne nous appartient pas de dire que nous allons passer outre la loi pour permettre à des gens de se présenter
pour satisfaire, je ne sais, les égos politiques. Non. Je pense que le bon sens aurait voulu même que ces derniers qui jouent aujourd'hui à la victimisation, comme l'a parlé un téléspectateur, qui se ressaisissent, qui prennent un temps d'introspection, parce que imaginez le passif lourd que nous traînons aujourd'hui jusqu'à présent. Plus de 34 morts, plus de 1105 victimes, plus de 260 édifices publics et privés détruits, plus de 6000 personnes qui ont perdu leur emploi, que j'appelle les victimes par ricochet, qui malheureusement sont des victimes silencieuses. Et Titu Kanti, tout ce qui s'ensuit. Et malgré tout ça, ces derniers, non contents même de l'esprit tolérant même du peuple burkinabé, auraient dû même prendre un temps d'introspection et dire nous allons nous ressaisir, nous allons réfléchir avant de repartir. D'ailleurs, c'est pour même la sécurité. Parce qu'il y a des endroits aujourd'hui que je sais qu'il y a des acteurs politiques qui ne peuvent pas se permettre pour aller battre campagne là-bas. C'est vrai que les flammes de l'insurrection sont éteintes, mais n'oubliez pas que les braises existent toujours. Donc, soyons prudents. Donc, l'aspect sécuritaire même doit être prévalu même dans ce sens. Et je pense que cette loi, c'est véritablement une loi rectificative. Heureusement, une loi rectificatrice sans effusion de sang dans l'intérêt supérieur du peuple burkinabé. Oui, bon, en fait, ce que je veux dire... Est-ce que ce n'est pas finalement pour la sécurité? Non, ce n'est pas une histoire de sécurité. Si on veut t'enlever de tes droits civiques, il faut que tu saches pourquoi on t'enlève, on t'extirpe tes droits civiques. En Côte d'Ivoire, il y a eu 3000 morts. En Égypte, il y a eu des morts. En Tunisie, il y a eu des morts. Dans tous les pays du monde où il y a eu des guerres civiles, il y a eu des morts. Mais on n'a jamais véritablement comme ça exclu des acteurs politiques du droit d'être électeur ou d'être éligible, de manière floue. Parce que ici, là, ce que nous disons, c'est qu'il y a le caractère flou et qui cible des individus. Alors qu'une loi doit être de portée générale, sans équivoque vous prenez et impersonnel. Des exemples peut-être qui auront aussi d'autres. Ce sont eux qui nous ont appris ça quand j'étais à l'Assemblée. En Côte d'Ivoire, il y a aussi des opposants qui sont quelque part. Non, je ne dis pas non, mais on n'a pas exclu toute une classe politique à l'instant T. On n'a pas ciblé à exclure une classe politique à l'instant T. Ça n'a jamais existé au monde. Même en Allemagne, ça n'a pas été. Je voulais répondre sur cette question-là pour dire, je partage entièrement l'esprit si véritablement on se dit qu'il faut assainir vraiment la classe politique. Mais voilà pourquoi les tests doivent être tellement précis que les véritables auteurs, si on les reproche quelque chose, qu'ils répondent de tous ces gens qui sont morts, qui sont tombés. Mais il ne faudrait pas que il y ait les gens, à travers ces tests-là, qui ne sont pas trop clairs, amènent d'autres personnes à les utiliser à d'autres décès pour écarter d'autres personnes. C'est ça un peu chose. Sinon, je comprends un peu. dont vous parlez, c'est quoi? Non, quand je regarde, on est là, il y a une compétition électorale qui est là, et bon, j'imagine quelqu'un qui dépose, parce que chacun va déposer sans savoir au préalable quelle est la sanction qui sera portée sur lui, puisque l'élément, le dispositif ne dit pas clairement ce que. Selon vous, qu'est-ce qu'il fallait mettre? Bon, il avait commencé à citer. Ça, c'était un. De deux, puisqu'on a dit il y a la charte internationale. Pour moi, c'était assez clair que le Burkina a ratifié, il faut Internet. Mais on peut aller au-delà des dispositions de la charte pour rendre ça plus sévère. En citant des noms, par exemple? Non, la loi ne peut pas citer, n'est-ce pas? Mais on ne peut pas réduire cette portée-là. La loi, la charte part des causes. Nous, on gère les conséquences. Donc déjà, on a personnalisé, on a ciblé une situation réelle. La loi, la charte, lorsqu'on l'avait ratifiée, on ne s'attendait pas à une insurrection. Certainement, puisqu'on n'avait pas peut-être le dessein d'une insurrection. Donc moi, j'imagine aujourd'hui là que le législateur, dans sa volonté d'assainir la politique, c'est bien pour éviter ce genre de choses. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais il faudrait véritablement que les véritables auteurs, ou si on estime que des gens... Mais on ne peut pas mettre une loi où, véritablement, tout le monde ne sait pas, d'autres peuvent l'utiliser à d'autres desseins. Alors, la question s'adresse à vous deux. Si aujourd'hui, peut-être le professeur Diko ou un candidat de l'UBN venait à être frappé par cette loi, qu'est-ce que vous allez faire? Non, tu ne peux pas être condamné par une loi sans que tu n'aies des preuves matérielles, quand même de la cause pour laquelle tu es condamné. Même si tu as tué quelqu'un là, il faut qu'on te permette quand même de te défendre.
Si on veut t'enlever tes droits civiques, il faut que tu aies des preuves matérielles de pourquoi que tu ne peux pas au moins ta défense. C'est ça, en fait. C'est pour ça qu'on dit, laissez le juge faire son travail. Laissez le magistrat faire son travail. S'il y a quelqu'un qui sait pour la cause pour laquelle on l'incrimine, pourquoi les gens pensent que le fait de modifier une constitution, vouloir modifier une constitution sur des bases légales, ça ce sont les constitutionnalistes qui l'ont dit, ils sont passés sur ce plateau pour dire que sur le plan de la légalité, il n'y avait aucun souci. Ce sont eux-mêmes qui l'ont dit, des experts en droit. On a des preuves par rapport à ça. Maintenant, Tanga veut réagir. Oui, justement. Bon, d'abord, je commence par là où il a terminé. Nous avons toujours dénoncé le projet de révision de la Constitution comme étant anticonstitutionnel. Et quand monsieur dit que au moment où on ratifiait la charte, on ne s'attendait pas à l'insurrection, c'est tout à fait logique. Quand on ratifie une charte et qu'on ne s'attend pas à l'appliquer, c'est normal qu'on ne s'attende pas à une insurrection. Maintenant, comme le peuple est vigilant, les engagements que vous prenez concernent l'État burkinabé dans son ensemble. C'est le droit le plus absolu du peuple que d'exiger l'application des engagements que l'État burkinabé a pris. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Ensuite, on nous dit que quand on dépose sa candidature, on ne peut pas savoir à quoi s'attendre. Mais où est-ce que vous mettez l'organe chargé de la validation des candidatures? La Constitution dit que le Conseil constitutionnel peut procéder à toute vérification qu'il juge utile pour la validation des candidatures. Donc, vous ne pouvez en aucun moment dire que, avant même la décision, que votre candidature peut être validée. Vous ne pouvez pas le dire. Sauf si vous savez déjà ce que le Conseil constitutionnel va dire avant même le dépôt de votre candidature. Ça, c'est un. Deuxièmement, lorsque votre candidature a été rejetée, vous avez un délai pour attaquer. Et si vous aviez des arguments comme quoi ce que l'on vous reproche n'est pas fondé, c'est à vous de le démontrer et vous serez quitte. Ok, je voulais peut-être apporter une précision par rapport au fait que je parle de la charte qui a été ratifiée sans... Ça, c'est dire que quoi? La charte, dans ces éléments constitutifs-là, ce n'est pas seulement... Il y a eu des choses qui ont été énumérées, notamment des putschs, des mercenaires. Il y a eu pas mal de choses. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas réduire l'esprit de la charte simplement à l'insurrection. Elle est ciblée. Il faudrait véritablement là qu'on restitue l'esprit du législateur de la charte par rapport à ça. Mais est-ce que ça annule finalement la charte? Est-ce que le juge ne peut pas repartir consulter la charte pour ajouter les aspects dont vous parlez? C'est pour ça que la question a été posée ici. Est-ce que véritablement toutes les personnes ayant soutenu et que ça n'a pas abouti certainement à une insurrection, est-ce que ces gens-là sont... Voilà. Il y a aussi ça qui a été posé. Et puis ce qui nous amène à dire, si vous avez suivi le déroulement, en fait, le collègue, le député du CNT, M. Zoundi, disait qu'au niveau des amendements là, qu'il y avait tout membre du gouvernement dessus n'était pas éligible. Tout celui qui a soutenu publiquement la modification n'était pas éligible. Ces deux-là, et puis il y avait, la presse a ressorti, qu'on a effectivement ciblé également les magistrats, puisque c'est des débats. Les débats en commission, là, c'est des débats, tout peut sortir. C'est parce que nous, on n'a pas suffisamment de moyens dans nos pays, peut-être pour que ça soit transmis à la télé. Voilà, sinon le travail en commission... Non, c'est un débat, je viens. Non, je viens. Ce qui est adopté. Non, mais il faut voir qu'est-ce qui a amené à ce qu'on adopte ça. Quel est l'esprit initial? Dans la première mouture qui avait été adoptée en commission, là, cette disposition n'existe pas. C'est une disposition instantanée, ça. C'est une disposition qui est venue à quelques heures avant le vote. Nous, on a suivi. L'intention du législateur. Oui. Est-ce qu'à ce moment, on a respecté même le règlement de l'Assemblée, qui dit qu'en principe, pour une loi ordinaire, le législateur doit disposer du projet de révision 48 heures avant pour qu'il l'examine et qu'il puisse même apporter ses amendements. Mais je viens. Non, c'est parce que ce qui intéresse le public burkinabé. Oui. Ce n'est pas les débats sur les chartes. C'est important, c'est vrai, mais le commun des Burkinabés veut comprendre qui est électeur, qui est la loi touche qui. Oui. Le paysan qui est au village, là, il veut savoir si son candidat à l'élection présidentielle, la loi le touche, oui ou non. Ou bien son candidat à l'élection législative, si la loi le touche, ou bien son candidat aux élections municipales, si la loi le touche, oui ou non. Je dirais que personne ne sait
puisqu'il n'y a pas suffisamment de détails, on a mis un truc flou. Non, je viens. Il faut que les Burkinabés... Moi, je suis venu en tant que politique ici. C'est pour éclairer l'opinion politique burkinabé. Parce que les gens sont inquiets, les électeurs sont inquiets. Il y en a même qui disent que certains candidats sont déjà exclus d'office. Ce qui est faux. Aucun candidat ne peut être exclu pour une loi normale de portée générale. Mais lorsqu'on cible individuellement, vous voyez d'où on est venu, pour mettre une disposition floue, c'est une disposition floue que nous, on ne comprend pas. Moi, je préfère qu'on transpose, qu'on se soumette à ce qui est dit dans la charte africaine. Là, je suis sûr que tous les pays africains qui ont ratifié ça ont la même lecture, qu'au Burkina, on vient mettre un truc ciblé exclusivement pour le Burkina, alors que quand on ratifie une charte là, ça s'applique à tous ceux qui ont ratifié, au niveau même de la sous-région. C'est ça. Monsieur Zoundi ou Maître Gitanga qui veut prendre la parole. Oui, je vais rapidement intervenir sur... Alors, rapidement, parce que... Du coup, est revenu sur... Le règlement du CNT a été respecté. Nous sommes éminemment légalistes. Ne vous inquiétez pas pour ça. Et puis, cette dernière mouture n'est pas venue quelques heures avant l'adoption de la loi. Je suis désolé. Donc, vous voyez votre source d'information. Non, votre source d'information n'est pas vraie. Elle a été faite en commission. Nous avons travaillé de commun accord avec le gouvernement. Et le projet de loi qui a été adopté est une loi qui a suivi la procédure qui a été prescrite par le règlement du CNT. Également, vous avez dit qu'il y a la question des magistrats qui était revenue. Nullement, nous n'avons évoqué la question des magistrats dans le code électoral. Les magistrats ont une loi qui régit les professions. S'il y a modification à faire, c'est dans ce sens. Il y en a également pour les militaires. Il y a le statut du personnel des forces armées nationales. S'il y a révision à faire, c'est dans ce sens également. Et revenir, je voudrais également dire que malheureusement, les acteurs politiques qui sont concernés par cette disposition ont fait une mauvaise interprétation de l'inclusion. Parce que l'inclusion, d'accord, mais l'inclusion dans la justice et la légalité. Parce que au départ, notre peuple tolérant, même quelques mois après l'insurrection, il y avait de la tolérance. Outre le fait que des gens sont allés se réfugier au camp de la gendarmerie de Paspanga, il y avait de la tolérance. Mais après, on a constaté que cette même inclusion même était mal interprétée et des gens se sont permis même de créer même un mouvement de soutien au retour de Blaise Compaoré ici au Burkina Faso. D'autres même se sont levés même pour dire dans les médias qu'ils vont organiser un caravane pour quitter Ouara pour aller en Côte d'Ivoire. Non, je pense quand même qu'il faut avoir un peu de décence politique dans ce sens. Ne faites pas une mauvaise lecture de l'inclusion. L'inclusion, certes, mais nous voulons l'inclusion dans le respect de la légalité. Je vous remercie. Ce que je voulais ajouter, c'est un peu le fait que l'on nous reproche de convoquer à chaque fois les chartes. Moi, je pense que les textes légaux sont faits pour être appliqués. Lorsque le juge va appliquer la loi, que ce soit la loi nationale ou le droit international, le juge est libre de prendre la disposition qu'il juge pertinent pour appliquer, pourvu que, parce que la charte étant ratifiée, la charte fait partie désormais de l'ordonnancement juridique interne du Burkina. Donc, le juge peut l'appliquer comme il lui semble bon. Ensuite, le code électoral, le juge peut aussi l'appliquer. Donc, tout comme ceux-là qui seront les candidats peuvent demander l'application de la norme qu'ils pensent être la mieux pour eux. Et le juge va trancher. Si vous pensez que la loi vous vise, alors c'est votre droit de faire recours et le juge va trancher. Alors, mais je pense qu'en l'état actuel des choses, le code électoral a respecté l'esprit et le corps de la charte de la démocratie. Alors, ce qu'on doit retenir donc de ce débat, parce que nous sommes arrivés au terme de ce débat controverse d'aujourd'hui, c'est que finalement, personne n'est cité et que jusque-là, tout le monde a le droit d'être candidat, jusqu'à preuve de contraire, jusqu'à ce que la justice dise le dernier mot. Vous n'aurez pas le temps de réagir, on va terminer. Je rappelle que, oui, bien sûr, nous étions avec Maître Samuel Gitenga du Front de résistance citoyenne. Avec nous aussi, il y avait le professeur Mamoudou Diko de la NAFA, bien sûr, la nouvelle alliance du Faso.
Avec nous, nous étions aussi avec M. Wilfried Zoundi du Conseil national de la transition. Et puis ce soir, avec nous, M. Brice Ouedraogo de l'Union pour un Burkina Nouveau. Nous espérons en tout cas que vous avez pu vous forger une opinion sur cette question du nouveau code électoral. C'est notre objectif dans la controverse, vous permettre de tirer quelque chose de nos débats. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur la RTV.